Le 22 janvier 2018, puits d'extraction de gaz Pryor Trust, dans le comté de Pittsburgh, Oklahoma. Le puits était exploité par Red Mountain LLC, qui avait passé un contrat avec le sous-traitant de forage Patterson UTI pour creuser le puits. Pour changer le trépan, l'équipe de forage retire la tige de forage du puits. À peu près 3h30 plus tard, une éruption survient, suivie d'un feu de puits qui tue 5 ouvriers. Les bonnes pratiques de l'industrie recommandent d'avoir toujours 2 barrières de sécurité en place en permanence pendant les opérations de forage. Mais notre enquête au puits Pryor Trust a montré que ces 2 barrières ont failli. La manière de gérer la sécurité du puits était tout simplement inefficace et les résultats ont été une éruption et un incendie catastrophique. Le puits d'extraction de gaz Pryor Trust comprenait des sections verticales et horizontales, creusées pour atteindre des nappes souterraines de gaz dans les formations géologiques de Woodford. Pendant le forage, un liquide huileux appelé bout de forage est injecté dans la tige de forage et remonte par l'espace annulaire situé entre la tige de forage et les parois du puits. Quand la boue de forage retourne vers la surface, elle contient des débris de roches arrachés au fond du puits. Ce fluide a une autre fonction importante. Il est conçu pour maintenir une pression dans le puits, pour que le gaz contenu dans les formations géologiques traversées n'entre pas dans le puits pendant qu'on le creuse. Si cela arrive et que le gaz n'est pas détecté, cela peut provoquer une dangereuse éruption de puits. Le 21 janvier 2018, les employés de Patterson foraient depuis 10 jours, encadrés par 2 sous-traitants délégués par Red Mountain. Ils étaient en train de creuser la section horizontale du puits. Ce matin-là, un employé appelé le boueux examinait des roches revenant à la surface et les trouve différentes de ce qui était attendu. Il croit alors que le trépan est entré par mégarde dans une formation géologique différente, que Red Mountain n'avait pas l'intention de forer. Peu après, du gaz commence à s'échapper du fluide de forage qui revient à la surface. Ce gaz provoque des éclaboussures de boue en dehors de l'équipement, qui couvre une partie de l'installation de forage. Vers 11h du matin, l'équipe de forage installe une canalisation qui conduit le fluide revenant du forage vers un équipement appelé séparateur gaz-boue, qui retire le gaz du fluide. Le gaz ainsi extrait est dirigé vers une torchère où il peut être brûlé en toute sécurité. La taille de la flamme indiquait qu'il y avait une quantité significative de gaz dans la boue de forage et que le puits était probablement en sous-pression, ce qui signifiait que la pression exercée par la boue n'était pas suffisante pour empêcher le gaz de s'infiltrer dans le puits. Le forage du puits en déséquilibre continua jusqu'à 15h30, heure à laquelle l'équipe stoppa les opérations car le trépan était usé et devait être changé. L'équipe de forage commença par faire circuler le puits, en injectant pendant 3 heures de la boue de forage dans la tige de forage et en la récupérant par l'espace annulaire. La torchère continua à fonctionner pendant que la boue de forage circulait, ce qui indiquait que le puits était toujours en sous-pression. Pendant l'opération de circulation, les représentants de Red Mountain discutaient de la manière de retirer la tige de forage du puits pour remplacer le trépan. La procédure de retrait de la tige de forage est appelée stripping. Pendant toutes les opérations de stripping, de la boue de forage est injectée dans le puits pour compenser le volume de tige de forage qu'on retire, ce qui empêche le gaz de s'infiltrer dans le puits. Dans ce cas, les délégués de Red Mountain décidèrent d'utiliser une méthode de stripping appelée remplissage calculé, qui consiste à injecter à intervalles réguliers une quantité calculée de fluide de forage dans le puits pendant que la tige de forage est retirée. Ils croyaient que cette méthode garderait le puits sous contrôle si du gaz y pénétrait pendant l'opération. Mais cette façon de faire n'était pas habituelle pendant les opérations normales de forage. Donc aucun membre de l'équipe Patterson ne l'avait pratiquée avant et il n'avait pas de procédure écrite. L'équipe commença à retirer la tige de forage à 18h47. Le CSB a déterminé que, lors du retrait de la section horizontale de la tige de forage, une quantité insuffisante de boue a été injectée. Du gaz s'est donc infiltré dans le puits.
Le foreur, qui contrôlait l'opération sur le chantier de forage depuis la cabine du foreur, ne voyait pas l'incohérence des paramètres car il n'avait pas été suffisamment formé à la nouvelle version électronique d'un outil appelé aide-mémoire, qui est une feuille utilisée pour suivre et calculer si un puits reçoit la quantité appropriée de boue de forage pendant le stripping. En conséquence, il ne pouvait pas voir qu'une quantité significative de gaz continuait à s'infiltrer dans le puits, faisant augmenter la pression dans le puits et refluer la boue de forage vers un bac appelé le bac à boue. En réalité, la pression de surface du puits avait tant augmenté que la pompe centrifuge que l'équipe utilisait n'arrivait plus à injecter la boue dans le puits. Les représentants de Red Mountain décidèrent alors d'utiliser des pompes plus puissantes, appelées pompes à boue, pour essayer de forcer la boue à rentrer dans le puits. Ils croyaient que la pression déployée par les nouvelles pompes pousserait le gaz hors du puits. Le CSB a montré qu'à l'insu de l'équipe de forage, au moment où la tête de forage atteignait le haut de la partie incurvée du puits, 3,2 mètres cubes de gaz s'y étaient déjà accumulés. À ce moment, l'équipe de forage réalisa un contrôle de débit de 45 secondes pour vérifier si du gaz s'introduisait toujours dans le puits. L'équipe n'observa pas de gaz et crut que le puits était en équilibre. Mais le CSB a montré que ce contrôle de débit n'était pas adapté. À 11 heures du soir, l'équipe de forage circule à nouveau le puits. Pendant cette circulation, les bacs à boue du puits, réservoirs destinés à contenir la boue de forage en surface et équipés de contrôle de niveau, gagnèrent 2,3 mètres cubes de boue alors qu'ils auraient dû rester stables. Cela signifiait que le puits avait gagné à peu près 2,3 mètres cubes de gaz qui poussait la boue de forage vers la surface. Mais le foreur de l'équipe de nuit avait coupé le système d'alarme avant l'opération de stripping et aucune alarme ne résonna. Cette augmentation importante passa donc inaperçue. Les délégués de Red Mountain décidèrent alors d'injecter dans la tige de forage un certain volume de boue dense, appelé bouchon dense, pour créer une pression suffisante dans le puits pour empêcher l'entrée du gaz. Mais un ouvrier de l'équipe Patterson n'entendit pas correctement les instructions transmises par radio et ajouta accidentellement du colmatant au bouchon. Ce colmatant est destiné à boucher les fissures dans les parois des puits et n'est pas destiné à être incorporé dans les bouchons denses. Bien que l'erreur ait été découverte, le bouchon contenant le colmatant est injecté jusqu'en bas de la tige de forage et la colmate. Le 22 janvier à 1h12 du matin, l'équipe commence à retirer la tige de forage de la section verticale du puits. Cette fois-ci en utilisant la technique classique dans l'industrie dite remplissage continu, dans laquelle la boue de forage est injectée en continu dans le puits au fur et à mesure que la tige de forage est retirée. Mais parce que la tige de forage était bouchée, la boue de forage ne circule pas librement dans le puits. L'équipe essaye de faire circuler un autre bouchon dense dans la tige de forage pour en faire sortir la boue colmatante, mais sans succès. Avec la tige de forage bouchée, l'équipe de forage est obligée de faire un retrait humide, c'est-à-dire que des sections de la tige sont retirées alors qu'elles sont pleines de boue. L'équipe de forage utilise alors le dispositif appelé godet à boue pour récupérer la boue contenue dans la tige de forage, puis la remettre dans le bac à boue. Mais le bac de manœuvre était aussi utilisé pour réinjecter de la boue de forage dans le puits pendant l'opération de retrait. Son volume commença donc à fluctuer au fur et à mesure que son contenu était pompé vers le puits et complété à partir du contenu de la tige de forage. Ces variations ont embrouillé l'équipe de forage qui n'a pas compris que, pendant que la tige de forage était retirée de la section verticale, 3 nouveaux mètres cubes de gaz se sont introduits dans le puits. Quand l'équipement qui comprend la tête de forage, appelé assemblage de fond, arrive au sommet du puits, l'équipe de forage sort enfin la partie bouchée de la tige de forage. Pendant l'heure qui suit, ils essayent de nettoyer le bouchon. Mais pendant ce temps, qui comprend un changement d'équipe, le puits est toujours en circulation et a encore gagné 5 mètres cubes de gaz, ce qui repousse encore plus de boue dans le bac à boue. Personne ne s'aperçoit de cette augmentation. À 6h10 du matin, l'équipe extrait du puits l'assemblage de fond, ferme les mâchoires à fermeture totale du bloc obturateur de puits, BOP, et prépare le nouvel assemblage de fond pour essai. Lorsque celui-ci est prêt, un membre de l'équipe vérifie le manomètre du plancher de forage pour voir s'il indique une pression dans le puits, une précaution de sécurité indispensable avant d'ouvrir le BOP. Le manomètre ne montre aucune pression. Mais à 7h57, quand la mâchoire du bloc obturateur est ouverte pour pouvoir descendre le nouvel assemblage de fond dans le puits, 820 litres supplémentaires de boue se déversent dans le bac de manœuvre.
À cet instant, un employé ouvre une plaque métallique qui couvre une ouverture sur le plancher de forage au-dessus du puits. Il fait un signe à un autre ouvrier qui voit la boue bouillonner dans le puits, signe qu'il y a une quantité significative de gaz dans la boue de forage. Cet employé dira plus tard au CSB qu'il ne savait pas si cette information avait été communiquée au foreur. De 7h57 à 8h35, pendant que l'équipe de forage teste le nouvel assemblage de fond, le bac de manœuvre gagne 16,7 mètres cubes supplémentaires de boue, un volume très important. Cette augmentation significative s'est probablement affichée sur l'écran de contrôle du foreur. Mais le foreur de jour avait choisi de désactiver l'alarme et on n'est pas sûr que le foreur a vu cette dangereuse augmentation. À 8h35, une fois le test terminé, l'assemblage de fond est retiré du puits et le bac de manœuvre gagne 2 mètres cubes de boue, ce qui signifie que la quantité de venue de gaz dans le puits depuis le début du stripping est de 33,9 mètres cubes. Un membre de l'équipe voit de la boue jaillir du bloc obturateur. La boue sortait en continu, le jet s'approchant du plancher de forage. Il prévient le foreur, celui-ci répond qu'il va fermer les mâchoires à fermeture totale du bloc obturateur, ce qu'il ne fera pas. Quelques secondes plus tard, de la boue jaillit en grande quantité du puits, ce qu'on appelle une éruption de puits. 2 ouvriers qui étaient sur le plancher de forage s'enfuient dans la cabine du foreur où se trouvent déjà 3 personnes. Le gaz et la boue de forage s'enflamment, causant un très grave incendie. Les 5 personnes qui se trouvaient dans la cabine du foreur sont tuées. L'éruption de puits continue pendant des heures, jusqu'à ce qu'une entreprise spécialisée soit capable de fermer le puits vers 16 heures. Pendant son enquête, le CSB a recueilli des données qui montrent que, dans la soirée qui a précédé l'éruption du puits, le foreur de l'équipe de nuit a coupé la totalité du système d'alarme. Ces mêmes données montrent que le foreur en fonction le jour de l'accident a brièvement rétabli le système pour le couper à nouveau quelques instants plus tard. Pendant ce court laps de temps, le système d'alarme a été coupé pendant 14 heures, ce qui a conduit à l'accident. Nous n'avons pas été capables de déterminer précisément pourquoi les 2 foreurs ont coupé le système d'alarme. Une des raisons possibles qui expliquerait ce geste est que les alarmes étaient perçues par eux comme une gêne ou comme pénibles. En réalité, nous avons trouvé que, si le système d'alarme avait été en fonction, la plupart des alarmes qui se seraient activées pendant les 14 heures qui ont abouti à l'accident n'auraient probablement pas été pertinentes pour la détection de l'anomalie dans le puits. Pour qu'un système d'alarme soit efficace, il faut qu'il soit configuré de façon à ce que le foreur ne reçoive que les alarmes pertinentes qui réclament son attention. Mais le CSB a découvert que Patterson n'avait pas développé de directive pour aider les foreurs à paramétrer les systèmes d'alarme en fonction des différentes opérations effectuées sur la plateforme, comme le forage, le stripping ou la circulation. Au lieu de cela, pour gérer la quantité d'alarmes, les 2 foreurs avaient apparemment choisi de simplement couper le système. Nous avons conclu que ce qu'on appelle une gestion des alarmes basée sur l'état du forage en cours est une façon de résoudre ce problème. Sur une plateforme de forage, il pourrait par exemple y avoir un jeu différent d'alarmes actives pour chaque phase de travail, comme le forage, le stripping ou la circulation. De cette façon, les alarmes critiques pour une phase donnée du travail ne deviendraient pas une gêne dans d'autres phases de travail où elles ne sont pas pertinentes. Bien qu'il y ait abondance de guides et de recommandations pour la conception des systèmes d'alarme pour les activités dangereuses, aucun n'est spécifique de l'industrie du forage. En conséquence, le CSB a recommandé à l'Institut américain du pétrole de développer une norme sur la gestion des alarmes spécifique à l'industrie du forage, qui soit adaptée à son caractère spécifiquement dynamique et qui donne des conseils pour la mise en place de systèmes de gestion des alarmes basés sur l'état du forage, adaptés à ces différents modes de fonctionnement. Quand l'éruption a commencé, 2 membres de l'équipe de forage se sont réfugiés dans la cabine du foreur. 3 autres membres étaient déjà dans la cabine du foreur et tous les 5 ont été tués. On ne sait pas combien de temps les victimes sont restées vivantes dans la cabine du foreur, mais elles n'avaient aucune issue de secours viable. La cabine du foreur comportait 2 portes, mais elles étaient toutes les 2 bloquées par les flammes engendrées par l'incendie. Le CSB a conclu que si la cabine du foreur avait été résistante au feu pendant un temps minimal et avait comporté des possibilités d'évacuation d'urgence dans le plancher ou la paroi arrière, les ouvriers piégés auraient eu de meilleures chances de survie.
Stan Christman est un expert en forage qui est intervenu avec le CSB dans l'enquête Prior Trust. Sur une plateforme de forage, les manœuvres sont contrôlées depuis la cabine du foreur, par la personne clé, le foreur. Le reste de l'équipe travaille pour lui sur le plancher de forage. La cabine du foreur est située à côté de ce plancher. Il peut voir, parler à la radio et directement avec l'équipe de forage pour faire avancer les choses. La position de la cabine du foreur à côté du plancher de forage la rapproche des dangers et des autres événements engendrés par le puits qui se produisent sur le plancher de forage. Ces risques doivent nous pousser à réfléchir plus fortement à la façon d'améliorer la sécurité des cabines face à ces événements inhabituels. Bien qu'il existe des guides de bonnes pratiques dans l'industrie chimique, pour l'emplacement et la conception des salles de contrôle, il n'y en a pas de spécifiques au forage. En conséquence, le CSB a recommandé à l'Institut américain du pétrole de développer un guide concernant la protection des travailleurs des forages terrestres contre les risques d'incendie et d'explosion dus aux éruptions. Ce guide devra aborder plus spécifiquement la conception et le positionnement de la cabine du foreur et les méthodes minimales d'évacuation adaptées aux différentes parties de l'installation de forage. Les contrôles de débit sont des opérations critiques pour la sécurité, utilisées pour vérifier si du gaz ou d'autres fluides de formation sont rentrés dans le puits, ce qui pourrait provoquer une éruption. Les procédures de Patterson exigeaient que les contrôles de débit soient effectués à différents moments pendant les manœuvres du train de tige. Mais le CSB a montré que sur les 27 contrôles prévus par Patterson pour le forage de ce puits et du puits précédent, seuls 2 avaient été effectués, tous les 2 inappropriés. Les habitudes prises sur cette plateforme permettaient des contrôles de débit peu performants. Un contrôle de débit fait pendant la manœuvre du train de tige, comme demandé par Patterson, aurait permis de détecter la venue de gaz dans le puits et d'en éviter l'éruption. Le CSB a également découvert que la cause de l'éruption et du feu a été l'échec de 2 barrières de sécurité qui auraient dû être en place pendant les opérations qui ont conduit à l'éruption. Ces 2 barrières sont la barrière primaire de prévention, la pression hydrostatique fournie par la boue de forage, une barrière secondaire de réduction des risques, la détection humaine de gaz entrant dans le puits et l'activation du BOP. Le 21 janvier, quand le puits passe en déséquilibre, la barrière primaire a été perdue. Et les opérateurs n'ont pas arrêté le forage pour prendre le temps de rétablir l'équilibre en augmentant la densité de la boue. Aucune analyse de la perte de la barrière n'a été effectuée. Nous avons découvert que Red Mountain avait développé ce qu'ils appelaient un pronostic de forage, qui est une sorte de programme de forage. Mais ce plan ne spécifiait pas quelle barrière était nécessaire, ni comment savoir qu'une barrière était perdue. Nous avons trouvé que le développement d'un programme plus complet, comme ceux connus sous le nom de Well Construction Interface Document, et plus utilisé dans les forages offshore, n'était pas exigé. En réalité, les règlements fédéraux concernant la sécurité des opérations de forage terrestre de gaz et de pétrole sont très peu nombreux. L'administration chargée de la santé-sécurité au travail, OSHA, met au point des normes de sécurité process, PSM, qui demandent une analyse de risque. Mais celle-ci ne s'applique pas au forage. Il n'existe pas d'autres normes OSHA qui s'appliquent spécifiquement au forage. Aucune autre administration fédérale ne supervise la sécurité des forages terrestres. Les entreprises de forage sont régies par une mosaïque de lois propres à chaque État. Par exemple, les lois de l'Oklahoma, où l'accident s'est produit, ne se focalisent pas sur la sécurité, mais plutôt sur la maximisation de la production et la réduction des pertes d'hydrocarbures. Nous croyons qu'une couverture réglementaire plus focalisée et spécialisée, comme celle de l'OSHA pour l'industrie chimique, PSM, est nécessaire pour mieux maîtriser les risques propres au forage. Soumises à l'exigence de meilleurs systèmes de gestion de la sécurité, les entreprises de forage peuvent éviter les accidents d'une façon proactive, en protégeant à la fois leurs employés et l'environnement. En conclusion, le CSB a fait les recommandations suivantes à l'OSHA. Appliquer la norme Gestion de la sécurité des process, PSM, au forage de pétrole et de gaz. Ou développer une nouvelle norme structurée sur le modèle de la norme PSM et qui s'appliquerait spécifiquement au forage de pétrole et de gaz onshore.
Pour prévenir des éruptions semblables, les exploitants et leurs sous-traitants devraient développer un document qui ferait l'interface entre leurs systèmes de sécurité, prévoirait des barrières de sécurité, ainsi que la façon de les surveiller et les réponses à apporter si une barrière est compromise. Créer des procédures pour toutes les opérations, y compris le stripping. Concevoir des systèmes d'alarme dans lesquels seules les alarmes pertinentes et qui requièrent l'attention de l'équipe de forage sont actives. Mettre en œuvre des exercices réguliers pour tester les capacités de l'équipe de forage à détecter et à réagir aux signes de venue. Mettre en place des indicateurs pour surveiller et améliorer l'utilisation des procédures sur le terrain. L'éruption et le grave incendie de Pryor Trust étaient totalement évitables. Nous espérons que nos conclusions et recommandations seront utilisées par l'industrie du forage pour promouvoir des travaux plus sûrs pour que de semblables dramatiques accidents puissent être évités. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB.